nous reçoivent ici parce que nous avons été inondés. Comme nous sommes passés dans la Côte d'Ivoire, c'est peut-être que la coutume. Et heureusement que nous avons un backup et qui nous fait l'honneur de nous recevoir. Je voudrais vraiment, dans mon propos, dire merci au président Moulin pour cette opportunité. Et avant d'arriver, mesdames et messieurs, on vient de vous dire, désormais, chaque 15 jours, chaque jeudi en 15, nous allons nous rencontrer pour partager avec vous l'analyse que notre parti fait des sujets d'actualité. Merci d'être venu et répondre à notre invitation. Merci d'être présent et nous allons commencer notre invitation aujourd'hui. Chers amis de la presse, je voudrais au nom du parti PPACI et de son président, Jean-Claude Gbagbo, vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième édition de la tribune de notre parti. Je voudrais aussi vous remercier pour le traitement attentif que vous avez accordé à la première édition. Et vous avez pu constater que les lignes ont bougé dans le bon sens depuis la dernière fois. Ce schéma cadre parfaitement avec l'idée que nous faisons de l'exercice de la politique en démocratie. Les gouvernants gouvernent, les opposants s'opposent et la presse relaie les informations des deux camps, permettant ainsi l'instauration d'un débat démocratique comprend qui profite au peuple et l'oriente dans ses choix et ses aspirations politiques. Le PPACI voudrait donc vous remercier de faire votre travail, car le président de notre parti, son excellent président de notre parcours, est distingué aussi par son combat en faveur de la liberté de la presse et surtout par la criminalisation du délit. La présente édition se tient quelques jours seulement après l'arrivée, après l'entrain du match de Nouveau du nom de notre drapeau en Côte d'Ivoire. En effet, le 17 juin dernier, a marqué donc le premier anniversaire de son retour, après avoir remporté son trophée à la télé. Vous conviendrez avec nous de ce que ce retour a largement contribué à la participation du mouvement politique en Côte d'Ivoire. Et pourtant, pendant des années, de nombreuses années, que ce soit à la CPI ou ici en Côte d'Ivoire, le bureau du procureur de la CPI et le gouvernement ivoirien, le pouvoir ivoirien, se sont directement, par la sécurité interposée, se sont évertués à faire prendre au monde entier que la libération du président de notre propose est sous des désordres et des conflits intercommunautaires dans notre pays. Cet argument a d'ailleurs justifié le rejet de toutes les demandes de liberté provisoire introduites par les avocats pendant tout le procès. C'est-à-dire à lui donc une détention provisoire, certainement l'une des plus longues et les plus injustes du monde, en plein cœur de l'Europe, qui se veut le berceau, qui se voit être le berceau des droits de l'homme, 8 années de détention préventive sans possibilité de liberté conditionnelle. Et pourtant, depuis son retour le 17 juin 2021, une nouvelle expérience est née dans notre pays. Progressivement, grâce à sa capacité à tendre la main à ses adversaires et à privilégier le dialogue comme instrument de régulation des contradictions politiques, tout le monde peut se rendre compte d'une décrispation de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Le PPAC se félicite de l'importance de la presse, y compris la presse étrangère, a accordé à cet événement, à cet anniversaire, en témoignent les nombreux articles et dépêches qui ont été écrits à ce sujet.
malgré quelques nuances habituelles sur certains médias, je connais, mais malgré quelques nuances habituelles, en tout cas l'unanimité s'est dégagée autour du fait que la le retour du président Laurent Gbagbo a donné un coup d'accélérateur au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'enthousiasme des Ivoiriens et des Ivoiriennes à adhérer à son parti qui vient de créer témoigne une fois encore qu'il est porteur d'une nouvelle espérance. Oui, nous voulons porter une nouvelle espérance. Et pour ne pas décevoir cet espoir qui nous place en nous, nos compatriotes, nous voulons pleinement notre rôle d'opposants, en gardant haute la vigilance sur la gouvernance du pouvoir. D'où l'importance de la tribune du PPACI. Et pour la présente tribune, nous allons discuter ensemble les points suivants. La table ronde sur le financement des PND pour l'exercice de 2021-2025, les propos du ministre Kwadjo Bonabertin Chakadé Arkan, qui n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, les déboulements et les inondations qui ont entraîné des pertes de vie humaine et la fin des statuts des exilés ivoiriens qui sont les 4 points sur lesquels va porter notre débat d'aujourd'hui. En ce qui concerne le financement, alors, pour faire bien, nous avons accrédité des lectures, des publications, pour que les choses soient plus faciles à parce qu'une lecture sans explication, ça peut laisser passer des informations importantes. Alors, depuis quelques années, la prépa française, un programme quinquennal ou l'attente, c'est ce qu'on appelle le programme national de développement en abrégé du PND. Et il vient de lancer celui de 2021-2025. Et le gouvernement ivoirien, pour ce programme, veut mobiliser pour ces 4 années qui viennent, 2021-2025, c'est quand même 1 000 milliards de francs CFA, parce qu'on n'a pas fait les chiffres. Donc, les chiffres ne me pas peur. C'est quand même 1 000 milliards de francs CFA que le gouvernement entend mobiliser pour assurer son programme de développement dans les 4 prochaines années. Et c'est 59 000 milliards de concours, la façon suivante, 21 000 milliards de fonds propres, fonds publics de l'État, 26 500 milliards auprès du marché monétaire, du marché financier, des bailleurs de fonds, et 11 000 milliards, 11 450 milliards auprès de ce qu'on appelle les institutions non naturelles, effectivement, les fonds souverains, les fonds souverains. Donc, voici ce que le gouvernement dit, les choses que le gouvernement a identifiées pour mobiliser 59 000 milliards de francs souverains. Alors, nous faisons une intégration, mais je ne fais pas d'intégration, mais une affirmation nous l'appuyons. Donc, l'intégralité de ce programme repose sur la dette. Repose sur la dette. Et nous allons expliquer, rubrique par rubrique, pourquoi cet investissement repose exclusivement sur la dette. Ensuite, c'est les 21 000 milliards que le gouvernement dit qu'il veut mobiliser lui-même en tant que sous-engagé de l'autre. Sur les 4 ans, ça fait à peu près 4 200 milliards par an. Le gouvernement dit qu'il veut mobiliser 4 200 milliards par an. Parce qu'il faut que vous compreniez que ce programme, c'est des programmes d'investissement. C'est des programmes d'investissement dans 11 centres d'intérêt, 11 thématiques sectorielles qu'ils ont identifiées, et dans ces 11 centres-là, qu'ils veulent investir sous ce moment. Donc, il s'agit d'investissement. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement des charges comme ça. Il s'agit d'un programme d'investissement. Et pour les 4 années, la Côte d'Ivoire dit chaque année, tu veux mobiliser 4 200 milliards. C'est ambitieux. Mais malheureusement, quand nous comparons avec ce que la Côte d'Ivoire
en 2022, a inclus dans son budget, en termes d'investissement, la Côte d'Ivoire a investi 2,804 milliards en termes d'investissement dans son budget. Et sur les 2,804 milliards, la Côte d'Ivoire mobilise en termes de ressources endogènes propres 1347 milliards. Et donc, déjà même dans le budget pour les 2022, pour les fonds que la Côte d'Ivoire dit mobiliser pour son investissements, elle est obligée le gouvernement est obligé de recourir déjà à un emprunt pour combler les gaps de 1439 milliards. Alors, on se pose la question. Quelqu'un qui n'a pas pu réussir à mobiliser 2800 milliards, comment peut-il prétendre mobiliser 4200 milliards alors que le programme a commencé en 2021? Comment cela est possible? Première explication. Donc, il n'y a pas d'autre explication que dans la réalité, même ce que la Côte d'Ivoire prétend vouloir mobiliser repose essentiellement sur la dette. Même ce qu'elle peut mobiliser. Bon, l'autre rubrique, c'est le marché financier. Bon, là, il n'y a pas de débat. Le marché financier, on ne va pas faire de l'irrégularité. On va chercher de l'argent pour le marché financier, c'est la dette. Mais c'est 1 milliard. Ça fait 5 200 milliards par an que la Côte d'Ivoire va aller chercher sur le marché financier. Et puis, ce qu'on appelle les partenaires de développement, ce qu'on appelle les investisseurs non traditionnels des investisseurs, qui sont les fonds, les déficits tout à l'heure, on les appelle surtout les multilatéraux, ils disent qu'ils vont faire 11 401 milliards, ça veut dire que 2200 milliards par an. Quand vous payez tout cet argent et que vous le ramenez au requête fiscale de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que notre pays vit exclusivement à décider de sacrifier à la fois le présent et l'avenir de notre pays dans une politique d'endettement sans limite. Sans limite. Sans limite. Et dans ces conditions, la Côte va dire, je fais une projection en 2024 de ma dette de l'ordre de 22 800 milliards. Ce n'est pas possible, ces projections ne sont pas possibles. Si vous allez chercher 59 000 milliards en 4 ans, comment vous espérez que ça vous êtes plus ce stock existant qui est déjà de l'ordre de 21 000 milliards? C'est-à-dire que vous prenez le stock d'entrée 21 000 milliards, vous y ajoutez le stock nouveau, 51 000 milliards, 59 000 milliards, on se retrouve à peu près à 80 000 milliards, et donc la Côte va dire, mais malgré ça, je veux que mon stock de dettes, au 22, en 2024, c'est-à-dire dans les 2-3 années qui viennent là, va être de 22 800 milliards. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire dit, sur les 80 000 milliards, moi je vais me débrouiller pour rembourser à peu près 60 000 milliards. C'est sérieux. Même si on n'a pas peur des chiffres, mais donnez-leur quand même une cohérence. Donnez-leur une cohérence. Parce que la cohérence doit du sérieux à ce que nous disons. Donc, pour nous, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. La Côte d'Ivoire a décidé, le gouvernement ivoirien a décidé de sacrifier, d'épuiser notre pays et le danger de tous ces éléments-là sont nombreux. C'est que l'impact des emprunts bancaires, les intérêts, ce qu'on appelle le de la dette, qui est payé chaque année par le budget, parce qu'on fait dette, il y a des intérêts là-dessus. Mais plus, évidemment, les intérêts, comment on appelle, l'emploi augmente, le service de la dette aussi augmente de façon proportionnelle. Et la conséquence, c'est que l'impact sur les services sociaux est énorme. C'est pourquoi, justement, malgré tout ce que nous empêchons, l'impact sur la qualité de vie des Ivoiriens est totalement négatif. Négatif. On est rentré dans la logique du serpent des mers qui mord la tête. Ça, c'est la première chose.
L'autre élément conséquent qui est grave, c'est qu'en Afrique, dans les années 2000, encore 2000 jusqu'à 2009, 2009, et la dette privée, la proportion de la dette privée au niveau de l'ensemble de la note du stock de la dette était de 19% à peu près, en moyenne. Donc la Côte d'Ivoire se trouvait plus ou moins dans cette fourchette. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la dette privée, elle fait plus de. Elle a battu les 50% du stock de la dette. On en rit, mais on ne se rend pas compte. C'est que la dette privée, c'est quoi? C'est comme on a un service de marché, on a donné de l'argent, on a donné de l'argent auprès des personnes pour financer notre contrat de paye. Donc, il sera difficile d'imaginer un programme d'allègement de la dette des pays parce que un privé, quand il investit, il attend de retour sur l'argent. Donc, il va venir dire matin, je n'ai pas d'argent, il faut donner. Donc, l'importance de la dette privée dans le stock de la dette aujourd'hui va inquiéter notre pays. Et nous ne sommes pas les seuls, même les bailleurs de fonds chrétiens, puisque déjà, il y a un an, 2 ans, à Dalis, les G7 avaient commencé à inquiéter du volume de la dette des pays africains. Ça, c'est un élément important. Donc, il est important que la question de la dette soit passée au centre du débat politique en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que sur cette question, le PIA a fait 2 propositions. En attendant que les techniciens de notre parti travaillent pour dégager en profondeur la situation de tous les éléments qui ont de façon à tous les niveaux, dans tous les secteurs, que les partis dans la vie, et en fait, il y a des solutions complexes sectorielles, mais il y a bien des solutions globales, des solutions qui nous paraissent des solutions globales, sur lesquelles déjà nous pensons que notre parti doit être également là-dessus. La première des choses, c'est que nous avons fait l'expérience du budget du public. Il nous a valu l'admiration, il nous a valu l'admiration de tout le monde. De 2000 jusqu'à 2011, nous avons joué, nous avons vécu avec sur nos propres moyens. C'était le budget. Nous voulons inviter le gouvernement à essayer. S'il ne comprend pas le mécanisme qui nous approche, on va l'inviter, on va leur expliquer. Mais il est comme impossible pour quelqu'un de prévoyant qui gagne 1000 francs et qui dépense 5000 francs. À la limite, si vous dépensez 1200 francs, bon, c'est pas grave, 200 francs là, mais vous dépensez 5 fois plus que ce que vous gagnez. Alors, l'une des conséquences, c'est que quand vous 5 fois plus que vous gagnez, c'est que vous êtes obligé de priver vos familles à un moment donné du minimum pour rembourser la dette. Ou alors, vous leur demanderez, en tant que chef de famille, de contribuer beaucoup plus pour vous aider à payer la dette. Et alors, ce que la Côte va approuver, c'est d'augmenter, de créer des ressources fictives un peu partout, en taxant la population, d'où la question des péages. Les péages sur les routes. Et donc, aujourd'hui, le péage sur la route de Patram, qui est quand même assez encombré et qui est quand même quelque chose d'inédit. 14 km pour le 1000 francs. Et puis, on dit que l'ouvrage a coûté 23 milliards. Mais qui leur a dit de faire l'ouvrage de 23 milliards sur ça? Qui leur a dit ça? Donc, pour nous, tout ce que vous voyez, chercher de la vie, tout ce que vous voyez comme ces éléments que le gouvernement est obligé d'imposer, toutes ces prestations payantes aux populations, c'est pour faire face réellement à ta lourde dette, à ta grosse dette, et c'est là que nous pensons que nous pouvons mettre l'avenir de la culture. Ça, c'est la première chose. Donc, budget, sécurité. Apprenons à vivre avec sécurité. Et ça a l'avantage d'éduquer à la fois le gouvernement, d'éduquer les administrateurs de l'administration et d'éduquer également les citoyens.
Parce que si vous dites aussi, parce que si vous me dites chaque jour que vous avez 59 milliards pour vous développer, mais si moi je suis travailleur, je vais demander, mais quand même, il faut que vous augmentez mon salaire. Vous ne pouvez pas demander des grèves sociales à des partenaires sociaux, à qui vous mettez des charges énormes tous les jours, et bien, bon, allez à la classe sociale, parce que nous avons des problèmes. Et pendant ce temps, vous pouvez vous afficher un train, et vos annonces peuvent témoigner de votre problème. Donc, il y a un problème de cette question. Donc, fondamentalement, nous devons obliger les responsables de ces biens. Deuxième élément, c'est le contrôle citoyen qu'on doit exercer sur la dette. Parce que la dette compromet notre souveraineté. Parce qu'elle compromet notre futur. Et il y a des exemples. L'exemple le plus, vraiment, j'insiste sur ça pour qu'on comprenne. L'exemple le plus récent, c'est l'exemple de la Grèce. Vous vous rappelez que les Grecs ont voté il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, 3 ans, l'extrême gauche, c'est-à-dire un parti communiste, pour prendre le pouvoir en Grèce. Parce que justement, les partis classiques avaient totalement échoué et l'entrée de la dette dans l'Union européenne, dans des conditions tout à fait floues, avait entraîné une situation sociale catastrophique. Mais comme l'Europe ne pouvait pas accepter que dans son au cœur de l'Europe, qu'il y ait un parti communiste, un pouvoir communiste, mais l'instrument qu'ils ont utilisé pour étouffer la volonté du peuple grec, c'était la dette. Puisque la dette grecque était élevée. Vous avez vu comment les pays, comme l'Allemagne et la France, ont mis le pied sur l'étrier pour faire plier la dette. Et même de mettre en cause le programme sur lequel le gouvernement avait été élu. Celui qui doit n'a pas de liberté. Ça, alors qu'il faut faire un contrôle là-dessus. Un contrôle parlementaire accentué, ben, le Parlement reste un corps politique. Évidemment, si le gouvernement n'est pas monté là-bas le contrôle, il reste compétent. C'est pourquoi nous proposons un contrôle. Renforcer le rôle de la Cour des comptes sur la question de pouvoir de la Cour des comptes dans l'analyse de la dette. Il faut en faire un organisme de contrôle et d'alerte qui fait régulièrement des rapports sur l'état économique de la Côte d'Ivoire, surtout sur la dette. Parce que c'est un corps juridictionnel, nous les rapportons la bonne fois de clairement, et que les rapports qui sortiront sont des rapports qui seront justes et ces rapports doivent être publiés. Pour que les citoyens sachent à quoi leur gouvernement, leur gouvernement dirige, et pour que ceux qui viennent, qui veulent venir nos partenaires, qui veulent nous prêter de l'argent, sachent aussi à quoi se diriger. Moi, je pense que nous devons lutter pour ça. La Cour des comptes va jouer un rôle fondamental parce que la situation de la dette ivoirienne, elle est dramatique. Et le gouvernement en est conscient. C'est comme même les chiffres de la dette que le gouvernement donne ne sont pas vrais. Je vais vous donner un exemple. Le gouvernement, quand le gouvernement dit par exemple, nous avons en mars, il était avec 20 milliards de stock de la dette, mais le gouvernement n'inclut pas dedans la dette traitée dans le cadre du programme CD2 et du PCD. Le programme CD2, c'est le programme français, de l'allègement de la dette. Or, ce programme, comment il fonctionne? Les deux programmes, l'espagnol et le français, fonctionnent de la même façon. Vous mettez de l'argent, vous payez d'abord ce que vous mettez. Donc, c'est une dette qui n'est pas emmenée automatiquement. Vous payez d'abord la dette. Et quand vous finissez de la payer, après, nous discutons pour voir dans quel secteur nous allons réinvestir le montant de la dette que vous avez payé. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas extraire ce montant-là de vos stocks de dette sous le prétexte que ce n'est pas une dette. Mais d'abord, une dette et un engagement en droit comme en économie, c'est une dette. Alors, l'État ivoirien exclut ça. Pourquoi? Parce que l'État veut respecter les ratios qui se sont imposés. Les ratios que j'appelle le lit de Pocus.
Vous savez, la mythologie grecque, Baucis, c'est un plus grand, la mythologie grecque, il n'existe pas. Il se promenait sur les champs avec son. Il se promenait la haine, ou dimension immédiate, il se promenait quand il se rencontre. Si tu es petit, parce qu'il faut prier Dieu pour que quand il te rencontre, tes mensurations correspondent aux mensurations de vie. Si tu es plus grand que lui, il dira petit. Donc, il va dire petit, il faut plus de la vie. Si tu es plus petit, il va t'allonger pour que tu puisses tomber dans les mensurations. Donc, ces conditions-là, que nous-mêmes avons fait en Afrique, moi j'appelle le du focus, imposent un certain nombre de ratios aux États. Alors, quand la presse va dire, par exemple, je suis à 52,4% des ratios de la dette par rapport au PIB, mais ça, c'est parce qu'il ne met pas du tout la dette dans le cadre du PCD. Mais quand on y ajoute la dette au 31 décembre 2021, que le gouvernement a annoncé sur ces chiffres 20 milliards, 20 250 milliards, quand on y inclut, donc, c'est pas 52% du PIB, quand on y inclut la dette dans le cadre CD2, nous passons à 21 000 milliards. Et il y a 1 000 milliards que la Côte d'Ivoire essaie de ne pas mettre dans la fenêtre, tout simplement pour respecter, pour rester un peu raisonnable dans ces ratios. Pourquoi on se complique la vie comme ça? Donc si on respecte ça, parce qu'on sait que ce n'est pas bon de s'endetter, si on n'a pas touché à des chiffres. Donc même les chiffres qu'on donne ne sont pas des chiffres concrets. Parce que si je vous dois, vous me dites, payez-moi d'abord, avant que je décide de ce qu'on va faire ensemble, mais vous me dites, donc vous êtes plus ça dans les comptes de délai. Donc, voici pourquoi il faut contrôler l'importance de la question de la dette réserve du débat, parce que ce n'est pas juste qu'un gouvernement qui est appelé à partir puisse lier la nation sur des générations, parce qu'elle a envie de faire que ce gouvernement veut se donner l'impression de travailler. Ce n'est pas juste. Et nous, notre rôle en tant que parti d'opposition, c'est de relever ça et d'appeler la vigilance des Ivoiriens sur la question de la dette. Le deuxième point sur lequel nous avons posé sur la question des propos du ministre sur une chaîne de télévision, le 14 juin dernier, du ministre Benami, et il dit ceci, et je le cite, tous les prisonniers politiques sont sortis de la prison. Deux sentiments de la vie. On lui dit merci. Au moins, il a dit au monde entier et que tout le monde, le gouvernement ivoirien des virtuels a nié depuis des années qu'il n'y a jamais eu de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, il y a un membre du gouvernement qui dit ils sont tous sortis. Ça veut dire qu'ils y étaient. Donc, merci beaucoup pour cette information. Mais là où l'information n'est pas juste, c'est quand ils sont tous sortis, c'est le mot tous. Ils ne sont pas tous sortis. Tous ceux qui sont en prison à la suite des autres crimes sont pour des prisonniers politiques. Et nous allons vous expliquer pourquoi. La notion des prisonniers politiques est une notion subjective. Chacun la définit selon ce qu'il entend. La définition de l'Union européenne, la commission de l'Union européenne est différente de la définition de l'Amnesty International, qui est différente de celle de Human Rights Watch. Et qui est différente. Donc, c'est différent. Par exemple, je vous donne quelques exemples, on va vous attraper sur ces. On va vous donner quelques exemples. Pour l'Union européenne, la commission de l'Union européenne, il y a 5 critères qu'il y a de façon alternative pour voir si c'est un prisonnier politique ou non. Le premier critère, c'est que la détention imposée est faite en violation de l'une des garanties qui se rapportent notamment à la liberté de penser, à la de conscience et de religion. Ou alors, la détention a été imposée pour des raisons purement politiques, sans rapport avec une quelconque infraction. Ou alors, la détention a été imposée pour des raisons politiques. La personne est détenue dans des conditions discriminatoires par rapport aux autres prisonniers. Enfin, la détention est l'aboutissement d'une procédure qui était entachée d'irrégularité et que cela semble être lié aux motivations politiques des autorités. Et ça, c'est la définition que sont les critères
que la Commission des droits de l'homme, la Commission de l'Union européenne, essaie d'analyser, voir qui est prisonnier politique, qui n'est pas prisonnier politique. Pour l'Amnesty International, sa présomption est simple. Elle est considérée comme prisonnier politique une personne qui, pour des motifs politiques, est opposée en posant des actions violentes ou non au pouvoir en place dans son pays. Ça, c'est la définition de l'Amnesty International. Et Human Rights, il répond la même définition, mais lui n'ajoute pas la question violence. Human Rights considère comme prisonnier politique une personne détenue pour des opinions politiques ou pour des participations à des activités politiques pacifiques. Voici le pas de définition. Qui est le mécanisme. Donc, vous voyez que c'est subjectif. Même pas c'est subjectif. Mais parce que tout simplement, il n'y a pas de définition légale comment on appelle le crime d'opinion, des crimes politiques. On n'a jamais vu un pays où quelqu'un a été condamné et on a mis là-dessus motif des chefs d'accusation de contre lui et confirmé par un jugement, c'est opinion politique qui ça n'existe pas. Libéré d'exploitation, ça n'existe pas. Mandela a été condamné, depuis président de nous, pour terrorisme. Donc, la question, on ne peut pas se parler sur le fait que des personnes qui étaient en prison, parce qu'on les a jugés, ou alors on les poursuit pour des faits qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas des faits officiellement et, je dirais, ouvertement politiques, pour dire que ce n'est pas des prisonniers. Pour nous, tous les prisonniers, les crimes politiques que nous avons en Côte d'Ivoire sont des prisonniers politiques. Et nous avons une liste ici de 104 prisonniers politiques que on va remettre à la disposition de la liste des prisonniers que vous dites la question des prisonniers politiques. Il y en a 104. Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Je vais pas vous mettre. Et dedans, il y a 90 qui sont en situation de détention provisoire, qui sont des faits prévenus. Et qui sont en détention. Ils n'ont même pas protégé. Il y en a même qui n'ont pas d'avocat. Il y a même l'État a l'obligation de commettre un avocat de fils de. Quand il n'y a pas d'avocat. Parce que quand on arrête, on dit, ça ne fait pas de droit. Mais il y a même pas d'avocat. Parce que si ce n'était pas le cas de prisonniers politiques, comment on peut dire que de façon symétrique, des personnes qui ont, pendant cette situation de crise, des gens proches du pouvoir ont commis des crimes, et c'est connu, c'est documenté, c'est connu, plus graves sont encore dehors et même promus. Si ce n'est pas pour des considérations politiques, il n'y a pas d'autre explication que ça. Donc, le traitement discriminatoire entre les auteurs présumés de ces crimes, de ces infractions-là, nous dirige directement vers la conclusion que nos prisonniers qui sont là-bas sont des prisonniers politiques. Donc, nous demandons au ministre Kagame de chercher la réconciliation, d'œuvrer de tout son pouvoir pour procéder à la libération, pour la libération de ces personnes. Pourquoi nous insistons pour qu'ils soient des prisonniers politiques? Un de ces derniers éléments qui est important. Et là, je le dis, parce que c'est important pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Vous avez, il n'y a pas longtemps, les épouses et les parents des prisonniers sont allés voir les prisonniers de Ouagadougou pour demander son aide parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir accès à leurs parents. Le droit de visite leur avait été, en ce moment-là, retiré. Le président de Ouagadougou a fait ce qu'il pouvait. Donc, ils sont soumis à des conditions de détention qui sortent de l'ordinaire, puisque le droit de visite est de droit, même pour la famille, dans toutes les prisons. Mais si eux, à un moment, on leur interdit, c'est que dans la tête du gouvernement, c'est pas les prisons extraordinaires. Mais en même temps qu'on interdit ça, le ministre
le garde des Sceaux de la justice. Il fait état de l'évasion dans les communiqués publics d'un prisonnier arrêté et condamné pour trafic de drogue. Je crois que c'est la chose qui marque le plus en Côte d'Ivoire. Ce dernier bénéficiait, avoir que la vie, le déclaré de trafic de drogue a été évadé. Mais les conditions dans lesquelles cette évasion a eu lieu nous laissent penser que ces prisonniers bénéficiaient manifestement des privilèges exorbitants du régime de droit commun appliqué aux autres prisonniers. Un prisonnier qui a le droit de commettre librement en vie, hors de son lieu d'emprisonnement, constitue tout de même un bel exemple de privilèges exceptionnels. Les conditions de cette évasion, en pleine révélation de Abidjan Drug Collection, c'est le nom, je pense que c'est le nom scientifique qu'il faut donner à la situation actuelle, Abidjan Drug Collection. Je crois que c'était un film, vous avez comme ça. Donc, les conditions de cette évasion, en pleine révélation de Abidjan Drug Collection, nous situent sur l'ampleur du pourrissement de l'appareil de l'État. Aucun secteur de l'État n'échappe à la différence morale et de gouvernance de l'État. Comment peut-on comprendre quelqu'un qui est contrôlé à 10 ans de prison, moi, je m'en vais là-bas faire des transactions bancaires. Et puis, on l'accompagne. Mais on a arrêté les jeunes, les pauvres petits. Mais dans la réalité, nous avons fait tous les chefs de responsabilité. Quand un agent plus petit commence à faire quelque chose, c'est parce qu'il a remarqué que les chefs avaient l'habitude de faire. C'est une pratique qui est courante, ils l'ont vu. Donc, ce sont nos prisonniers, nous, on est déjà là par exemple avec les lois, et eux, les prisonniers, parce que si tu n'es pas l'ami des prisonniers, s'il n'a pas de relation particulière, je ne vois pas à quel prisonnier peut décider, accompagne-moi la banque pour circuler l'argent. Franchement. Bon, mais, Abidjan, on nous avait promis que la prévoit allait connaître tout le monde. Je pense que nous y sommes. La prévoit allait connaître tout le monde. Donc, pour nous, la libération des prisonniers constitue une condition importante pour la paix. Le troisième point sur lequel est la question du mouvement des inondations. Chaque année, c'est le même scénario. La saison les plus riches avec l'inondation assortie de bords d'or et une très grande inondation parmi les populations camerounaises. Pour la présente saison, nous sommes déjà à 12 personnes décédées, une douzaine de personnes décédées, dont des enfants. Dont des enfants. Et seulement entre le 16 juin et le 21 juin, en 5 jours. Le PPAC s'inscrit devant la mémoire des morts, présente ses condoléances à toutes les familles endeuillées et exprime sa compassion à toutes celles et à tous ceux qui ont été victimes d'une façon ou d'une autre de ces tragédies. Pour le PPACI, la récurrence de ces inondations meurtrières procède de causes d'ordre structurel. Malheureusement, le gouvernement donne à ces catastrophes des réponses d'ordre conjoncturel, qui s'avèrent inefficaces malgré leur coût exorbitant pour les contribuables. Voilà, donc, pour nous, la situation, elle n'est pas conjoncturelle. Elle est d'ordre structurel. Les causes de sont d'ordre structurel. Et ces causes sont simples. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait une déclaration il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, sur l'effondrement des immeubles en Côte d'Ivoire. Un immeuble en construction ou qui est fini et qui découvre. Il n'y a qu'une seule explication qui nous paraît être importante au niveau de l'efficacité. Cette explication, c'est l'engorgement de la ville d'Abidjan, qui concentre tous les pôles économiques,
pôle industriel, pôle commercial, pôle politique, pôle administratif, pôle scolaire, etc. C'est-à-dire Abidjan concentre tous les pôles. Et le dernier, GPH, le Rassemblement général de la population d'Habitat, confirme notre inquiétude. Sur 28 millions de population, 6 millions vivent à Abidjan. C'est-à-dire un habitant ivoirien sur 5 à peu près vit à Abidjan. Pour une ville dont le schéma directeur de base n'a pas été conçu pour ça. Et une étude encore plus récente, faite par l'ONU, qu'on appelle l'ONU Habitat, qui concerne Abidjan, qui a été publiée en 2012. Et l'étude c'était Côte d'Ivoire profil urbain d'Abidjan. Le programme des Nations Unies pour l'établissement urbain qu'on appelle ONU Habitat estimait déjà que à peu près 7% de la population ivoirienne vivait dans les bidonvilles. L'habitant vivait dans les bidonvilles. Et que 52% de cette population vivait dans les cours communes avec 100 000, avec qui n'a même pas le minimum de commodité pour une vie normale, même pas de toilettes individuelles. Donc, c'est-à-dire, c'est tout le qu'on appelle des bidonvilles améliorés. Donc, quand vous faites la somme de tout ça, à 60% de la ville, de la population abidjanaise qui vit dans des bidonvilles, ou en tout cas dans des conditions de précarité sanitaire inacceptables. Ce sont les chiffres de l'ONU. Et la situation s'est aggravée depuis la crise. Parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements depuis 2002 des populations vers la crise. Dans ces conditions, où voulez-vous que les gens aillent habiter? Où voulez-vous? Donc, la majorité des gens se ruent vers les zones inondables. On appelle ça les zones non constructives, on appelle ça non édificantes. Et la conséquence, c'est que nous voyons. Et le gouvernement, au lieu d'apporter des réponses structurelles, apporte des réponses conjoncturelles. Mais chaque fois que vous faites une réponse conjoncturelle, vous créez un besoin conjoncturel supplémentaire. Donc, et je vous ai dit, aujourd'hui, à 36 ans, jusqu'à englober les villes. Donc, le gouvernement est obligé de faire des routes. Mais plus tu fais une route là-bas, donc les gens sont intéressés à aller habiter là-bas. C'est ce qu'on appelle le serpent de mer qui mord la queue. Donc, l'autre élément qui est attaché à ça, c'est que la spéculation foncière, et les gens se plaignent, moi, j'ai été brillé à faire ça. Donc, les bébés n'ont pas ça. S'il y a plus de personnes qui viennent acheter mon terrain parce qu'il n'y a pas de. Ce qu'on appelle l'endroit, la demande de l'offre et la demande de l'offre, et de l'offre, la demande. Donc, la spéculation foncière à Abidjan est telle que, même avec un terrain viabilisé, ceux qui ont des petits moyens ne trouvent pas. C'est hors de portée. Donc, le gouvernement lui-même est incapable aujourd'hui d'investir dans les projets sociaux. Et même quand il utilise le coût de logement, par exemple, je dirais un logement fait 12 millions pour quelqu'un qui a 100 000 francs par mois, il ne fait pas 12 millions. En plus que les banques ne les accompagnent pas. Il n'y a pas de banque d'investissement consacrée au logement. Parce qu'un prêt de logement, c'est sur 20 ans au moins. Moi, on dit 5 ans. C'est à 100 000 francs. Et puis, on te donne un logement de 12 millions. Tu fais comment pour accéder à ça? Finalement, c'est eux qui construisent, c'est eux qui rachètent et ils louent ça pour pauvres.
Voilà la réalité. Donc, nos compatriotes qui sont à Abidjan, du fait que Abidjan polarise toute l'activité économique et sociale de la Côte d'Ivoire, sont obligés d'y vivre dans des conditions difficiles. Et quand il pleut, évidemment, ça monte des dégâts. Devant une telle situation, il n'y a qu'une seule solution. Que le président Gbagbo avait déjà commencé. C'est le transfert de la capitale à Yamoussoukro. C'est le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Ça, c'est la première solution qui existe déjà légalement et que le président avait entamé. Et que d'ailleurs, l'actuel chef de l'État, le président Ouattara, quand il était candidat du RDR, a fait quand même aujourd'hui un discours qui promet le nouveau parti. Que dès qu'il est élu, les jours qui suivent sont installés à Yamoussoukro. Non seulement il n'est pas laissé installer, mais en 2012, il avait un décret. Parce que moi, j'aime des choses très bien. Un décret. Le décret 2012-02-19, janvier 2012, par lequel il dissout le programme de transfert de la capitale mis en place par le président Ouattara. Ok. On t'a élu. Si le président ne voulait pas aller à la on mais pas de c'est pour ça. Donc, finalement, on est obligé de tous ces constater à Abidjan et on ne peut pas continuer avec ça. Et quand le président Gbagbo dit qu'on est tout va bien, il a raison. C'est la réalité. Personne ne peut faire deux courses successives à Abidjan, des courses sérieuses, d'un point à un autre. Ce n'est pas possible. Les embouteillages. Je ne parle pas des impacts sur l'environnement. L'émission de théorie, ce qui accompagne. Quand vous voyez les eaux de ruissellement, les stabilités, mais vraiment, on est dans une ville totalement polluée. Donc, première question, le président Laurent Gbagbo a montré le chemin. À la différence avec le gouvernement actuel, lui, il sait faire la part des choses entre l'intérêt national et la perspective politique. Le décret de transfert a été fait en 1983, je crois qu'on le voit et en son temps, en tant qu'opposant, le président Gbagbo avait critiqué le choix de Yamoussoukro, parce que c'était le village du président. Bien sûr, le faux, il n'était pas contre. Mais quand il a pris le pouvoir, il n'a pas changé de décret pour envoyer ça avant. Il a dit que le décret existe, nous allons travailler à fond. Et des milliards ont été donnés. Le gouvernement qui n'arrive pas à faire la différence entre l'intérêt national et la diversité politique. Donc, en continuant l'œuvre de Gbagbo, on a le président Gbagbo qui a transféré la capitale, donc on bloque des projets, et puis on nous enferme dans une sorte de prison qui est ouverte, à Abidjan, et on fout sur nous, et la mort nous souffrons les gens. On ne peut pas continuer avec ça. Donc, première chose, il faut effectivement transférer la capitale qui est en jeu. L'avantage de quoi? C'est quoi? Tous les corps politiques, les institutions sont bons. Ils sont bons. L'Assemblée nationale, le Parlement, toutes ces deux chambres, le Sénat, tout ce que vous imaginez, ils sont bons. Et ça va, quand ils s'en vont, ce n'est pas les bâtiments qui s'en vont, moi le personnel, tout le temps, ça gestionne un peu Abidjan en voyage. D'autres éléments, il faut créer des pôles de développement en Côte d'Ivoire. Spécialiser des régions comme pôle de développement. Ça existe dans certains pays. Rabat n'est pas du tout la capitale touristique du Maroc. Si vous allez au Maroc, vous voulez faire du tourisme, vous voulez aller à Marrakech. Qui est connu dans le monde entier comme ça. Si vous voulez faire des affaires, allez-y à Casablanca. Si vous êtes à l'école, allez-y à Tanger. Etc. Donc, il faut créer des pôles, des créés. Ça va permettre le développement de l'État. Vous imaginez si on décide de faire du poiquet. La raison, mais vous prenez Poitiers et vous décidez d'en faire la vie scolaire, vous avez l'impact économique sur la vie Poitiers.
L'impact économique de la Côte d'Ivoire. Vous décidez de faire le pôle touristique et vous voyez l'impact. C'est ce qu'on appelle les pôles touristiques. Des pays entiers l'ont fait. Pour ceux qui vont aller, quand vous arrivez à l'Afrique, il n'y a pas deux industries. Ah, il profite pour saluer l'arrivée. On a une journaliste, une compatriote, qui est journaliste aux États-Unis, qui est venue, elle est compatriote, elle est journaliste, donc qui est là, qui va regarder nos propos, nos échelles qu'elle a mis là-bas. Je vais la regarder Marcano, qui a bien voulu, je vais la saluer pour le nom de mon compatriote. L'Afrique, les Africains des élites, c'est l'Afrique du plaisir, l'Afrique des jeux. Et il y a toute une économie qui s'est construite autour de ça. S'il vous plaît, soyons audacieux. Et le PPAC est audacieux. Le PPAC a des idées, parce que nous avons à la tête du PPAC un homme qui a une vision. Il faut décentraliser les ordres d'activité dans notre région. Ce sont les deux propositions pour le moment, transfert capital et transfert de. Le dernier point, c'est la fin du statut des réfugiés pour les Ivoiriens. Le 20 mai dernier, dans le village d'Itéa, dans la commune de Boloquin, 2 personnes ont été abattues atrocement et leur corps mutilé par des personnes d'origine étrangère. Les 2 victimes étaient des exilés qui étaient rentrés quelques mois plus tôt de leur exil. Guillaume de Chouet, en Angleterre. Ils avaient alors découvert que pendant leur absence, leur terre était occupée par les auteurs présumés de leur sauvage assassinat. C'est en tentant de récupérer leur terre que les occupants les ont froidement tués. Ce récit n'est malheureusement pas inédit. Il fait partie des nombreuses et énormes difficultés auxquelles font face l'écrasante majorité des exilés qui nous tournent. Ces difficultés tournent pour l'essentiel autour de leur insertion une fois de retour au pays. Parce que tâcher de propagande, le sort de ces anciens exilés semble très loin des préoccupations du gouvernement en matière d'insertion sociale. Pourtant, le gouvernement s'est montré très entreprenant pour convaincre l'ONU de mettre fin au statut des réfugiés et des exilés aux Ivoiriens à la fin de ce mois de juin. À partir de la fin de ce mois de juin, il n'y aura plus le statut des réfugiés, même là, les exilés qui sont les je crois que le patron de la CR est en Côte d'Ivoire, cette cérémonie de ce genre. Et cette information a été notifiée aux réfugiés le 20 juin dernier, lors de la journée dédiée, la journée de l'ONU dédiée aux réfugiés. Bon, il faut dire que il a fallu très peu d'énergie pour convaincre l'ONU qui, dès le départ, à travers le HCR, s'est montré très embarrassé sur le cas des réfugiés ivoiriens. Pour preuve, en 2013, pendant la journée internationale des réfugiés, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, M. Ban Ki-moon, citant les nationalités d'origine des réfugiés dans le monde, avait omis de citer les réfugiés ivoiriens. Est-ce que nous disions volontaire ou involontaire? Elle avait omis. Il a fallu que la coordination des FPI, qui était dirigée par l'actuel président du CFP, Dr. Soarou, que nous réagissions par un courrier que nous avons envoyé directement au-dessus du bureau du secrétaire général pour dire on voudrait vous rappeler que le 20 juin, vous avez oublié dans la liste des réfugiés et des exilés le cas des Ivoiriens. Nous existons. On l'a envoyé ce courrier. Mais à votre avis, pourquoi dans la réalité ça les embarrasse? Parce que l'ONU, les réfugiés ivoiriens, constituent une sorte de miroir qui renvoie à l'ONU son rôle prépondérant dans la crise ivoirienne. Et ça, ça les a toujours dérangé. Ça les a toujours dérangé. Et ce rôle a été reconnu en filigrane dans la décision de la CPI du 15 janvier 2019 qui a quitté le bureau de l'envoi. Donc, en supprimant le statut d'exilé, l'ONU veut se donner bonne conscience, c'est-à-dire veut se mettre en harmonie avec sa conscience. Parce que déjà en 2015, c'est du gouvernement, c'est le 10 ans d'exil,
Déjà en 2015, le septembre 2015, sans aucune forme de procès, l'ONU a supprimé, le HCR a supprimé les subsides qu'il donnait déjà aux réfugiés dans les camps. Il y a en 2015. Donc, c'est une position constante de l'ONU, un regard embarrassant de l'ONU sur les cas des réfugiés. Donc, nous ne sommes pas surpris, nous. Mais ce qui nous pose problème, nous, c'est que le gouvernement donne l'impression que les Ivoiriens qui sont ennemis ne sont pas encore au pays. Ce qui est faux. Et les statistiques nous le donnent. Aujourd'hui, les dernières statistiques qui m'ont été données dans mes recherches à partir de l'administration dernière qui gère les réfugiés, est qu'il y a 950 sur les dizaines de milliers de réfugiés, des milliers en Égypte. Parce que chaque année, alors on vous a vu le scénario, chaque 3 ans, le HCG fait une évaluation. On voit quel est l'état d'esprit des réfugiés, est-ce qu'ils veulent retourner ou ils veulent rester. Et à chaque fois, les conclusions sont constantes. Les Ivoiriens veulent retourner dans leur pays. Aujourd'hui, la dernière évaluation, il n'y a que 950 personnes qui ont décidé, en ce qui concerne le Ghana, de rester en Égypte, de garder, de continuer. Sur cela, 450 avaient demandé seulement qu'on leur fasse une extension du statut d'exil pour qu'ils puissent s'organiser pour entrer en paix. On a refusé et on a donné ce statut seulement pour 20 familles. Si l'ONU est capable, là c'est capable de dire que la vie des 20 familles est menacée et ne peut pas venir pour des considérations d'autres dans son pays, mais pourquoi on refuse aux 450 autres? Non, c'est exactement subjectif. Donc, contrairement à ce que le gouvernement fait compter, les Ivoiriens veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Le problème qui se pose, c'est leur insertion sociale. Quand vous rentrez d'exil, moi je suis rentré d'exil le 30 avril, à l'aéroport, quand ils m'ont donné le papier à décharger les rasières, ils m'ont donné la carte, et ils ont fait avec nous tous, ils doivent se lever, je vais partir, avec eux qui ont venu. Ils nous ont remis à chacun 305 000 francs CFA. C'est tout ce qu'on vous donne. Ce sont du tout compte. C'est votre vie d'exil. 65 000 francs. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas place pour toi à vraiment faire. Pourtant, nous avons écrit, vous demandez qu'on augmente les sociétés. Et c'est ce que les parce que quand même, les personnes qui sont allées en exil, si vous leur reconnaissez le statut d'exilé, c'est que vous reconnaissez expressément qu'il y avait un danger sur leur vie. Donc, ils ne sont pas nés en villégiature. Ils veulent retrouver, vous dire, aidez-nous à nous dérouler dans les 60 millions. On va ajouter un sac de 5 kilos de suivi voyez-vous la situation? Mais ça, c'est la responsabilité de l'État. Un État, une nation, un gouvernement, il est impartial et il doit être juste envers tous les citoyens. S'il y a un dispositif d'insertion sociale, il faut l'expliquer à tous les citoyens. Et nous, au dialogue politique, nous avons posé ces problèmes. Et nous leur avons dit, nos frères et sœurs veulent rentrer, mais ils veulent quand même trouver un minimum pour leur permettre de vivre comme des humains. On nous a dit que les dispositifs d'insertion sociale existaient, qu'il fallait que nous nous informions auprès du gouvernement. Et nous sommes en train de rencontrer le ministre Touré Ouattara. Et nous ne sommes pas seuls, nous étions avec la délégation au moment où le professeur Ounier, le chef de la commission de négociation, était à la table, le maître Benjo et moi nous avons continué. Franchement, 1h32. Il nous a bien accueillis dans son bureau, très gentil, et il nous a même fait une promesse. Nous allons vous approcher dans les jours qui viennent des partis politiques pour vous montrer le dispositif d'insertion sociale qui existe et qui met la disposition des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, pour que vous le partagez, vous le diffusiez auprès des réfugiés, afin qu'ils puissent, quand ils vont savoir comment ils peuvent faire pour bénéficier de ça. Aujourd'hui, où je vous parle, on n'a pas encore reçu la lettre. Pourquoi on peut mépriser les Ivoiriens comme ça?
c'est leur insertion. Et je ne sais pas quelle est la voie de pouvoir apprendre de la misère pour venir ajouter sur la misère. Donc, voilà la situation. Et sur ce point, nous, au PPAC, comme les réfugiés, les nombreux réfugiés, la grande majorité, ce sont non militants. Les 40 majorités, ce sont non militants. Nous n'avons pas du tout les abandonner. Nous avons harcelé le gouvernement chaque jour sur cette question. Pour que les dispositifs de prise en charge des secteurs sociaux qu'ils ont mis, qu'ils ne soient pas mis seulement à la disposition des groupes d'Ivoiriens et qu'on abandonne les autres Ivoiriens. Il s'agit de la gestion des Ivoiriens. Chacun a le même droit. Au nom du président, notre parti, nous exprimons nos soutiens qui rentrent. Et celui qui parle, c'est ce que c'est qu'un réfugié. C'est une précarité totale. Précarité juridique, précarité financière, précarité sociale. Et nous n'avons pas de l'argent. Nous n'avons pas de l'argent. Nous leur demandons tout simplement qu'il faut qu'ils se rangent du côté du président de l'Assemblée pour la bataille pour la conquête du pouvoir d'État. Parce que seule la prise du pouvoir par nous, qui sommes républicains et justes, avec la tête du président qui a permis déjà la plénitude de son humanisme, peut régler leur situation. Nous leur proposons toute leur part de combat. Nous n'avons pas de difficulté. Nous les accompagnons. Nous allons nous battre auprès du gouvernement. Chaque jour, comme nous le faisons pour les prisonniers politiques, pour qu'au moins on les connaisse leur droit. Parce que le drame du Béa, nous avons sollicité sur, il y a un drame partout, notamment à l'ouest, parce que dans la réalité, les gens sont partout. Et dans leur dos, les personnes se sont autoproclamées propriétaires de leurs biens, de leurs plantations. Je parle pour le gouverneur de l'Ouest de là, pour le gouverneur du Sud de Kafar, et cela pour une forêt. C'est pas terrible. Chers amis, nous avons la vie, et un cri du cœur. Nous avons l'église. Il y a des Ivoiriens qui ont besoin du soutien, qui ont besoin de la présence de l'État. Parce qu'ils sont fragiles. Et parmi ces Ivoiriens, il y a des défis. Ce sont les défis. Nous ne pouvons pas du tout les abandonner. La Côte d'Ivoire, la nation ne peut pas les abandonner. Donc nous continuons de mettre la tête sur la nation. Nous ne laissons que nous attendons que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Merci au porte-parole pour ce brillant exposé. Comme il est coutume à la tribune de l'UACI, une rencontre interactive, je disais que ce n'est pas une émission. On a passé aux questions. Et le porte-parole se fera fort de répondre. Surtout, je précise, il n'y a pas de questions pour poser toutes les questions. Il n'y a pas de révolution. Ce que nous allons faire, on va prendre juste 2 minutes pour prendre un peu d'eau. La régie, on va mettre un peu de musique, le temps que le ministre de la Terre n'en pas de cours de notre rencontre. C'est ma page. Pas ta page. Oui, c'est ce truc qui n'est pas vu là. Monsieur le ministre est prêt, je vous rappelle que c'est un combattant. Il est prêt. Les questions à vous, avec la presse. Merci. Je vais faire, on va continuer toujours sur la question.
présenter, notre organe de presse, et poser la question. Je suis Antoine Ouziza. Je suis du journal La Voix originale. Ma question est un peu celle d'un néophyte. Monsieur le ministre, on entend certains économistes dire que l'endettement est un moyen de financement. Celui dans lequel le pouvoir RHDP plonge la Côte d'Ivoire à point de mal. Est-ce que ce n'est pas cet endettement qui permet d'ouvrir autant de chantiers dans notre pays? Je voudrais, si vous permettez, que vous m'expliquiez aussi, j'ai lu quelque part concernant le Maroc de façon précise, la croissance, les chiffres de la croissance de l'économie du Maroc sont de moins 2. Et pourtant, le Maroc finance la Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'avec des chiffres de croissance qui vont arriver à 2 chiffres, la Côte d'Ivoire demande des crédits au Maroc? Je voudrais qu'on m'explique. Merci, monsieur le ministre. Ok. Merci beaucoup. Alors, le scénario, on répond directement. Alors, la dette est un moyen de financement. Oui. Oui. La dette est un moyen de financement. Mais ce que nous déplorons, c'est l'addiction à la dette. Parce que le gouvernement ivoirien, il est addictif à la dette. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre alternative du développement. Je vous ai dit quelque chose. Voyez-vous, c'est quoi que le programme PPTE a été créé? On parle de PPTE déjà. Il faut en 3 minutes. Déjà, la bataille pour l'annulation de la dette des pays pauvres avait commencé déjà à Bangoum, à la première réunion des non-alignés, en 1976. En 1976. C'est seulement en 1990 que les gens ont consenti à tous les mécanismes. Et cette bataille elle a impliqué beaucoup d'acteurs, y compris l'Église, toutes les églises, tous les religieux, partout les gens qui n'étaient pas justes. Il faut alléger le poids de la dette. Mais si on dit que la dette est bonne pour le développement, pourquoi on vous demandait qu'on allège ça? C'est ce que je vous ai dit. Vous avez 1000 francs, vous voulez faire un investissement de 1200, je peux comprendre. Vous allez demander à votre banque, donnez-moi 200 francs. Mais vous avez 1000 francs, au lieu de vous contenter, des 1000 francs, ou alors vous avez dit, non, moi je vais avoir un train de vie, je veux donner des apparences de quelqu'un qui consomme 10 000 francs par jour. Il y a des choses qu'on va voler, soit on vole, comme l'État ne vole pas, mais enfin, officiellement, il n'y a pas de définition juridique du vol à la de l'État. L'État veut se taper les citoyens. La dette, elle est dangereuse. Et la dette, tous les pays du monde savent que c'est un moyen de contrôle des pouvoirs politiques des pays faibles. Ça, il faut que nous mettions ça clairement dans nos têtes. Je vous donne un exemple. Pendant le Covid, la crise du Covid, vous avez vu le président français, Macron, est monté au créneau rapidement, toujours pour montrer que la France contrôle l'Afrique, pour demander un traitement, à la limite, même un allègement de la dette des pays dans le cas de la Covid. Mais la Chine a dit non, moi je ne rentre pas dans ça. Parce que la dette a des enjeux aujourd'hui politiques énormes. Donc, ce n'est pas la dette le problème, mais c'est l'endettement incontrôlé, mal utilisé qui pose problème. Parce que la politique du PPTE, l'objectif du PPTE, exactement dans son fondement, c'était d'alléger la dette
pour permettre de relancer la production intérieure des pays africains afin qu'ils soient moins dépendants de la terre. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Et là, je l'ai dans une église, c'est comme un épicier à qui ses fournisseurs lui mettent au salaire. Et puis, au lieu d'aller augmenter sa production, il met des carreaux dans sa maison, il met des carreaux dans sa maison, il change son fauteuil, il prend la vieille chèque pour un fauteuil, et il dit, moi, j'ai avancé. C'est exactement ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. C'est l'exemple de l'épicier qui prend l'argent des autres producteurs en tête, non pas pour avoir ta production, mais pour améliorer la façade de la maison, de son épicerie. C'est exactement ça. Donc la question, ce n'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette dette? Chers amis, l'histoire de la dette, quand je dis que notre pays, notre parti, doit travailler ardemment là-dessus, l'histoire, il y a des éléments énormes. Je vous ai parlé de la Grèce, mais je peux parler de l'Argentine, où un juge américain avait autorisé la saisie de tous les biens argentés sur le territoire américain comme partout ailleurs pour rembourser les dettes. J'entends aussi des gens dire oui, les États-Unis sont, dans le domaine de sont surendettés. Eux aussi, le problème de la dette. Ça me fait rire par quoi? Toi, tu es malade, on dit que tu es malade. Et tu dis, oui, je suis malade, c'est pas grave. Mon voisin me fait un jeu de maladie. Donc ma maladie là, c'est pas grave. Mais il te soigne parce que lui, il peut se soigner. Il se soigne parce que lui, il peut se soigner. Les débiteurs principaux de la dette américaine, je vous l'ai dit, c'est les États-Unis eux-mêmes. C'est la réserve fédérale. C'est les pays fédéraux, c'est les différents pays, qui arrivent à prêter à l'État fédéral. Donc, c'est les États, le principal débiteur, le principal créancier des États-Unis, ce sont les États-Unis eux-mêmes. Vous imaginez, la Californie dit que je vais couper les vivres à l'État fédéral parce que l'État fédéral me donne de l'argent. Que vous devez me poser des conditionnalités. Les secondes créanciers, c'est la Chine et le Japon. Bon, le Japon, vous savez que c'est les petits frères, c'est une affaire de fraternité. Mais la Chine, chaque jour, pourquoi vous voyez, ils font leur guerre comme une bataille de poulets. Ils évitent de se blesser sous les yeux. Ils font tout, mais ils n'allent pas loin. Parce que la Chine sait que la chute de l'économie américaine pourrait entraîner elle-même. Donc, ils sont liés. Et puis, aux États-Unis, les gens sont dépendants en dollars. Quand ça ne va pas, ils s'en vont voir la réserve, ils sont fait tirer la planche à pied. Pendant la Covid, le coût pour faire face à la Covid, comment ça s'appelle, l'argent avait peut-être 200 000 milliards de francs CFA pour résorber le choc causé par la Covid-19 dans ce pays. Où en est la tout? Il y a la compte à bien. Puis vous suivez le dollar. Non seulement nous, on s'endette, mais on s'endette en devises étrangères sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Donc un matin, alors que normalement, libéré, vous devez 1 milliard, mais parce qu'un matin, on a dévalué le dollar, le prix 1 milliard, vous devez 2 milliards. Ne jouons pas avec ça. Ne jouons pas avec ça. Et c'est pourquoi je réponds à votre question sur le Maroc. Mais la croissance ne veut rien dire, excuse-moi. C'est des ratios que les institutions internationales sont créées comme le peut être tableau de bord. Mais la dernière fois que je vous ai expliqué quelque chose, quand j'étais étudiant, je reprends ça, élève, quand on nous avait, en première, on avait tous ces élèves qu'on nous donnait, on dit les mouvements des objets sur les coussinets. Vous avez appelé dans ce qu'on fait avec une série scientifique. Et on vous dit qu'on considère que la vie évolue dans les conditions de température et de pression constantes. P
paye était constant. C'était la règle. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas de fortement, il n'y a rien, donc vos calculs, vous devez les faire dans l'idée qu'il n'y a pas de fortement, que la vie rouge, il n'y a pas de fortement, donc le mouvement n'est pas ralenti par les fortements. En physique, en mathématiques, en chimie. C'est la même chose dans le monde des molécules. Mais, quand on dit était constant, on idéalise l'évolution. Donc quand vous mettez les ratios que vous mettez, ça c'est pour que les ratios s'appliquent à une économie qu'on appelle la pleine économie, où la croissance entraîne en même temps une augmentation dans la même proportion des recettes fiscales. Et que l'État utilise ces recettes fiscales pour pouvoir gérer les disparités sociales. Mais si vous avez une économie, donc 60% relève du secteur informel, qui ne participe pas de façon efficiente à la mobilisation des recettes fiscales. Mais votre taux de croissance n'est pour rien du tout. Il ne veut absolument rien dire. Si en plus ce taux de croissance, cette production est conduite par la dette au lieu de la production intérieure, vous n'apportez rien du tout, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi nous proposons l'idée du contrôle de la Cour des comptes comme étant notre alerte interne. Donc, le Maroc peut avoir une croissance négative pour plusieurs conjonctures, à cause de plusieurs éléments conjoncturels, mais elle a la capacité d'aider la Côte d'Ivoire, qui a une croissance positive de 10 chiffres, 2 chiffres. C'est la preuve que justement nous faisons attention à cette dynamique. Donc, pour assurer la croissance, ce sont des relations macroéconomiques qui ont été créées, surtout à partir de la crise de 1929, et puis modifiées après, cité par l'ONU, une décision financière attachée à l'ONU, pour contrôler, pour te donner les économies sur l'ONU, pour te donner un tableau de bord d'appréciation de l'économie dans le monde. Mais une croissance aux États-Unis n'a pas la même signification qu'une croissance en Côte d'Ivoire. Une autre question, s'il vous plaît. Bien, je suis Marcel Deségo, général du Pan-Africain. Monsieur le conférencier, je voudrais vous ramener un peu à la question des détenus politiques. Je réalise qu'il y a un dialogue dessous entre vous et le gouvernement. Pour le gouvernement, ceux qui sont encore en détention le sont pour crime économique. Vous, c'est le contraire, vous dites simplement que ce sont des détenus politiques. Alors, à cette règle, est-ce que vous êtes en mesure de démontrer qu'ils soient effectivement des détenus politiques et non pour des raisons de crime économique? Telle est ma préoccupation. Ok. Alors, pour corriger, le tableau que j'ai ici devant moi, les chefs d'accusation, il n'y a pas que les communisants. Tout est fait du temps. Alors, les motifs, atteinte à la technique, ça c'est le délit le plus parfait de la atteinte à la technique. C'est là le matin, tu vas voir le juge. Quand tu te convoques là-bas, on va aller chercher loin. Il faut partir, ton avocat il n'a qu'à aller chercher. On connaît déjà les motifs, les chefs d'accusation qui sont là. Je vous ai expliqué tout à l'heure, prendre le plus sérieux. Moi qui vous parle, cher ami, j'étais arrêté au Ghana. Je vais prendre mon exemple, pas parce que je vais parler de moi, mais pour illustrer tout est en télévision. Vous expliquer pourquoi pour nous, et on a le droit de dire c'est des personnes qui sont là-bas, sont des personnes qui sont poursuivies pour des questions politiques. Parce que moi, j'ai vécu la même chose. On m'a arrêté et les chefs d'accusation ont dit j'étais l'auteur principal, et le président Gbagbo, le ministre Akébo, et le ministre de Dalo étaient mes complices du braquage de la déséance. C'est le motif principal pour lequel on a été 2 fois au Ghana. Une première fois pour ce motif. Et le jour que le juge m'a libéré en liberté provisoire, 2 jours après, le juge m'a arrêté pour dire j'ai tué 2 personnes au Ghana.
Côte d'Ivoire. Je prends cet exemple pour que vous compreniez comment on peut manipuler des notions juridiques et même des notions pénales à des fins politiques. La première fois que je m'arrête, on dit que vous avez donné 380 milliards de francs CFA. Vous avez marqué, vous avez 380 milliards de francs CFA. Avec 400 milliards de francs CFA. Mais le juge ghanéen qui va connaître l'affaire, il sait que dans la constitution du Ghana, en 1992, le Ghana interdit d'extrader un citoyen étranger qui a été reçu dans son pays pour des raisons politiques. Donc la première chose que le juge cherche à savoir, est-ce que derrière ce chef d'accusation, il ne se cache pas des mobiles politiques? Et après un an de jugement, le 30 août 2013, on avait arrêté le 24 septembre 2012, le juge, dans la décision, a dit que tout est montré dedans, que les raisons fondamentales pour lesquelles on me demande la demande d'extradition sont des raisons d'ordre politique. Pourtant, nulle part dans les chefs d'accusation, on avait écrit noir sur blanc pour les poursuivre pour des questions politiques. Mais le juge a fait l'analyse lui-même de l'interrogation et des contre-interrogatoires. Il a écouté le procureur ghanéen et le procureur ivoirien sur mon cas et il a dit, dans la réalité de votre affaire, tout ce que vous avez dit, vous ne poursuivez ce monsieur que pour une seule chose, pour des raisons politiques. Et comme la constitution de notre pays nous interdit d'extrader quelqu'un pour des raisons politiques, nous ne pouvons pas l'extrader. Voyez-vous un peu? Donc, c'est le juge a pris du recul pour analyser la situation. Donc, si moi, un juge me dit, on ne peut pas m'extrader et il reconnaît que je suis passé pour les raisons politiques, pourquoi ceux qui sont tenus dans les mêmes jugements que moi, encore une fois, je ne dirais pas qu'ils sont politiques. Ils sont dans ce qu'on appelle les raisons politiques. Et je vous explique. On m'a donné la liberté provisoire le 27 octobre. Le 24 octobre 2012, ma première arrestation, le juge m'a donné, c'était un mardi, j'ai quitté la prison de Berlin. Le vendredi, j'étais allé pour signer mon papier de. Quand je disais, il fallait prendre le juge Charles, ils sont allés m'arrêter là-bas. Cette façon, j'ai tué 2 personnes en Côte d'Ivoire. Si c'était une bonne personne, c'était le Koyara. J'ai tué 2 Koyara. Quand on a un téléphone qui a tué 2 Koyara, c'est comme vous. Et on m'a envoyé devant un autre juge, alors que j'avais une affaire pendant des traditions qui étaient pendant des mois. Depuis le juge, on devait faire la jonction des deux. Mais comme j'avais une liberté provisoire et qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas que je sois libre, donc ils m'ont créé toute une telle expansion. Et on m'a dit qu'on m'envoyait un autre juge. Je me suis tapé encore un mois de prison. Un mois et demi de prison. Et le juge il a dit, bon, attendez, vous dites qu'il a tué des personnes. Donnez-moi au moins d'analyse balistique. Il a tué comment? Il a étranglé, il a empoisonné, il a tué avec l'eau, il a tué les autres. Un mois et demi, le gouvernement a fait des capables. Le juge a été obligé de le libérer. Et il a dit dans sa conclusion, ce sont les poursuites d'ordre politique. Donc, cher ami, pour nous, là, nous avons suffisamment d'éléments en notre possession pour dire nos camarades qui sont en prison, ils sont arrivés avec une question d'ordre politique. Tout simplement. Tout simplement. Nous avons suffisamment d'informations là-dessus. Et je vous ai donné des différentes définitions. Quand vous prenez quelqu'un comme vous pouvez asseoir à son âge, vous l'arrêtez pour et le motif, vous le condamnez pour tout la loi publique. Et vous l'envoyez en prison à la MACA, non pas à la MACA, au camp pénal. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette condamnation-là et la peine, des conditions de détention de la personne? Quelqu'un qui est pour tout l'ordre public, pour l'envoyer au camp pénal, qui est l'un des camps, l'une des prisons les plus sévères. Après, vous allez me dire que ce n'est pas pour des motifs politiques qui est là-bas. Quand vous arrêtez le général de Goblé, vous l'accusez de tout, et vous le mettez en prison, le général Fosino, vous les suivez que les deux là, vous les mettez en prison, vous dites qu'ils ont commis des crimes pendant la guerre. Pendant ce temps, pendant la même crise période, les mêmes
officiers de l'autre camp en ont fait pire. Eux, on ne les arrive pas. Au contraire, on reste la promotion. Quelle conclusion voulez-vous que je donne moi? Quelle conclusion voulez-vous que quelqu'un de raisonné puisse donner à une telle poursuite discriminatoire politique? Et nous continuons de dire que nous sommes les prisonniers politiques et nous avons les arguments pour ça. Merci. Question? Monsieur le ministre, trois questions. Je vais y aller vite. Première question, quelle est la responsabilité du ministre de la Justice dans nos pays, Océan News et Africa TV News? Première question, quelle est la responsabilité du ministre de la Justice dans l'invasion du trafiquant de l'homme? Parce qu'il a pris mesure contre le régisseur, mais lui-même doit sa responsabilité. Deuxième question, le président Ouattara, il y a une vidéo qui circule, qui est devenue virale, dans laquelle le président Ouattara disait face à la nation pendant la période de campagne électorale en 2010, ce pays est fondamentalement, ce pays n'est pas géré. La Banque mondiale a mobilisé des fonds pour assainir la ville, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, les mêmes choses se passent. N'est-ce pas les conséquences du fait que le pays n'a pas été fondamentalement géré pendant la gouvernance du président Gbagbo? Dernière question. Je passe parce que... Ok. Alors, rapidement, oui, moi je n'ai pas d'état d'âme sur la question. Le premier responsable de l'évasion, c'est le ministre de la Justice. La responsabilité, ça veut dire l'habitude de répondre des actes que vous posez, soit par vous-même, soit par votre justice. Et je suis heureux, d'ailleurs, je suis le président de l'école du parti est là, dans les thèmes où il est demandé les différents thèmes qui introduisent pour notre formation de notre parti, il y a sur la question du risque et la question de apprendre à démissionner. Attendez, nous sommes quand même dans une situation grave. Où la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire pour la drogue que j'appelle Avion Drug Connection. Et c'est à ce moment-là qu'un prisonnier arrêté, condamné pour faire de drogue, a pu sortir de la prison tranquillement pour dire je m'en vais à la banque, accompagnez-moi. Et des gens l'accompagnent. Il arrive là-bas, il est là dans un autre coin quelque part, il est à Calmo, il arrive. Il attend jusqu'au soir, il ne dit pas. Mais le lendemain, dans un pays, le but de la justice va pas. Parce que ce n'est pas l'acte d'évasion qui est le problème, c'est les circonstances et le contexte dans lequel l'acte est posé. Nous sommes en pleine lutte contre la drogue. La police fait ses efforts. Le monde entier nous regarde. Cette défaillance, elle ne peut pas se situer uniquement au niveau des préposés. C'est une défaillance grave. Parce que ça veut dire quoi? Que ceux-mêmes, ceux qu'on est en train de prendre là, dans 3 ans, on ne peut pas les trouver en prison, sont les comptables. Parce que nous, on avait quelques kilogrammes, mais eux, c'est des tonnes. Donc là, après la banque, quand on va les vendre, tu m'envoies à la banque, certainement, tu ne peux pas les préposer, il faut l'accompagner. Et là, le ministre va l'accompagner cette fois-ci. Parce que son arrière, pourquoi la banque? Non, je ne veux pas réfléchir. La responsabilité première, c'est la responsabilité. Et dans une république normale, le ministre va dire. Les contextes de cette évasion ne peuvent pas être comme ça. Oui, la vidéo, bon, en campagne, on dit beaucoup de choses. Moi, je demande la propagande et la politique sont deux choses différentes. On fait la propagande, mais à un moment donné, on explique rien.
On est sur le terrain. Chaque jour que Dieu fait, la période de pluie, alors depuis 5 ans, bon, on connaît les résultats. Est-ce que le président Gbagbo qui est encore au pouvoir? C'est l'expert qui critiquait le président Gbagbo qui est maintenant au pouvoir. Et on lui demande d'appliquer une loi. Et on donne des informations qui nous donnent quand même qui est supplémentaire. Les députés sont 275, c'est ça? 255. Pour une assemblée qui est construite pour 100 députés. Aujourd'hui, ils sont très exécutés. N'est-ce pas? Exécutés. Ils sont compressés comme des armées dans une boîte. Nos députés. Entre-temps, le président Laurent Gbagbo avait entamé le transfert et le Parlement était quasiment fini et achevé à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien actuel, au lieu d'achever, il dit non, il veut construire une assemblée nationale en Côte d'Ivoire sur le même espace. Expliquez-moi sincèrement. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est fort. Quand quelqu'un nie l'évidence, c'est qu'il a un problème. Il a des questions de subjectivité fortes qui l'éloignent du bon sens. Quel est l'économiste qui peut dire, moi je suis économiste, on a déjà entamé les travaux quelque part, je vais achever. Il dit non, je ne veux pas. Je veux même démolir ce qui est là pour recommencer à nouveau, alors qu'il y a un cadre légal qui est dit de transfert de capital. Pourquoi on ne fait pas? Il y a quel problème à Yamoussoukro que l'actuel président de la République ne peut pas aller? D'ailleurs, on dit que les députés, il n'y a pas de budget. Quel est le problème que nous avons, que le gouvernement ivoirien ne refuse absolument d'aller s'installer ailleurs? Qu'on nous explique. Parce que moi, ça n'est pas la rationalité. Moi, je ne comprends pas ça. Et je ne crois pas être le seul. Au sein de notre parti, nous ne comprenons pas ça. Donc, chers amis, voici des exemples partants que j'ai expliqués. Nous avons dans nos documents, ce que nous disons, c'est qu'il y a toujours un rapport à l'État. Il y a un homme politique, un homme d'État. Sa capacité, sa qualité première, c'est de savoir faire la part des choses entre l'adversité politique et l'intérêt national. Parce que vouloir construire un parlement, une assemblée nationale, au plateau que je connais, nous tous nous connaissons là, alors qu'il y a déjà la bâtisse disponible, qui est presque achevée, on avait même trouvé l'hôtel du Parlement qui était déjà ça. C'est fini. L'hôtel est là-bas. Franchement, expliquez-nous. Nous, au PPAP, on veut comprendre où est le problème. Et tout ça, ça fait partie de l'endettement. Quelque chose qui après, nous, on ne va pas là-bas. On veut continuer. C'est pas pour vous, c'est pas votre maison personnelle. Encore deux questions. Encore deux questions et Good morning, Minister. Alors, c'est English. Yes. Avec les galères, English, if you are going to get it. Okay. Let's go. We're going to try. My name is Beatrice Sano for MEB TV and KPFK 90.7 FM in Los Angeles, California. So earlier you talked about the refugees who came and their insertion, which is very important to us and everybody. But I have a second question related to the diaspora. When they come back, when they return to Ivory Coast, if they have, they save over there to build a house here in Ivory Coast, and then they're subject to flood, what happens to them next? Traduction. tu peux traduire pour nous, hein? Je peux traduire, si vous voulez. Allez-y, madame. Alors, initialement, on a parlé des réfugiés et de leur insertion. Vous êtes là.
écoute, s'il vous plaît, on écoute. Alors, initialement, on a parlé des réfugiés et de leur insertion en Côte d'Ivoire. Mais étant donné que je vis aux États-Unis, il y a une question qui revient souvent aussi parmi les Ivoiriens aux États-Unis. C'est par rapport à leur insertion en Côte d'Ivoire aussi. Et vous savez combien ça travaille dur là-bas pour pouvoir acheter leur maison ici. S'ils sont sujets d'inondation une fois en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils adviennent? Parce que leur retraite ou bien en tout cas leur est limitée. Comment font-ils? Qu'est-ce qu'ils deviennent par rapport à leur maison? Où est-ce qu'ils vont se plaindre? Y a-t-il une assurance, etc. Ce sont des questions qui inquiètent la diaspora. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, nous voyons toutes ces inondations qui sévissent ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. What was the answer to the question in English? In English and then in French. Okay. Practice. The answer will be short, very short. Don't expect anything from the government. If you have a flat, if you have a flat, you will get anything. If you don't have any insurance, even those who are living in Amicus and they have a flat, nothing, the government not provide any assistance for them. It's not just that the government doesn't provide any assistance for them. So that's why our brother and sister in America that they should pray God that the house should not be flooded. There is no assistance. And that is not only the government has to provide them with assistance. Because it is natural tragedy. It's natural tragedy. All the countries in the world, when the kind of people want to be, the government have to help them, to assist them. Unfortunately, in our country, there is no assistance. That was the question that I have the question. Thank you very much. Alors, il disait tout simplement que ici, c'est pas la peine d'espérer sur ce qui n'existe pas. Il n'y en a pas. La maison est inondée, parce que c'est une maison qui a construit, qui a perdu. Il n'y a rien d'espéré. Il ne faut pas une assurance encore, une assurance de l'époque, une assurance des catastrophes naturelles, les assurances ne peuvent pas prendre ça parce qu'elles sont même pas éventuelles. Parce que les assurances ne prennent que lorsqu'il y a un risque éventuel. Mais qui est naturel en Côte d'Ivoire, qui va prendre une assurance à une maison, moi je suis à 100% qu'elle sera inondée. Donc, la question c'est donc, million 2, il y a nos camarades qui sont là-bas, et 2, il n'y aura pas la cause. Ce qui n'est pas normal, ça devait l'être. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame, pour la question. Ça a permis de montrer que le ministre a plusieurs points à son arc. C'est ça aussi la qualité des 4 PPSI. Question, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Je suis Vincent D, quotidien derrière il y a 2 petites questions. Lors de votre intervention, 2 petites questions globales. Dans votre intervention, tout à l'heure, vous avez dit, depuis le lancement de la tribune PPSI, les lignes ont commencé à bouger. Est-ce que politiquement, vous avez gagné une pause quelque part? Si oui, est-ce que vous en dites plus? Première question. Deuxième question, monsieur le ministre. Le siège du PPACI, c'est quand même efficace. C'est sorti à l'intérieur du pays, la justice. Alors, bien sûr, je vais écouter. Alors, s'il rentre en Côte d'Ivoire en tant que leader des partis politiques, il sera traité comme tel. Il a dit. Deuxièmement, dans une interview au quotidien d'abord original, dorénavant, les boudins ne le pas. Vous, votre parole de PPACI aujourd'hui, est-ce que vous nous dites, vous, non, le divorce, il y a le divorce entre Babou, et est-ce que le divorce entre les boudins et Babou a été consommé définitivement? Alors, rapidement, sur ce point, le premier point, nous sommes contents. En tout cas, au PPACI, nous avons, à la dernière tribune, la dernière fois, nous avons informé que 1 mois avant, le 10 mai exactement, le PPACI avait écrit au gouvernement par le ministre de l'Intérieur et fait une demande d'urgence pour aller discuter des problèmes qui étaient restés suspendus
en ce qui concerne le dialogue politique. Voilà la suite du dialogue politique, notamment notre insertion, notre réintégration ou intégration au niveau de la fonction électorale. En tout cas, est-ce que c'est une coïncidence? Merci. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la conférence a eu lieu vendredi et le samedi, le président William nous a appelé pour dire à le ministre de le recevoir mardi qui suit. Bon, je dis mardi, mercredi qui suit. On ne sait pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas c'est une coïncidence heureuse. C'est comme nous avons dit, parfois, parler peut créer des coïncidences heureuses. Donc, nous disons que c'est une coïncidence heureuse, c'est tant mieux. Mais en tout cas, elle est venue après une autre tribune. Si c'est une coïncidence heureuse, ça veut dire que si nous continuons de parler, on a encore beaucoup de coïncidences heureuses. Voilà pourquoi nous avons fait les livres bouger. Oui, sur la question du ministre Chapier, vous cherchez une fois plus, vous voulez, la voix, comme parole, ma voix n'est pas plus forte que celle du secrétaire général du parti. Le secrétaire général du parti, et ce qu'il a dit, c'est notre position, c'est notre parti. Il faut que nous fassions clair les choses. Quand vous créez un parti politique, votre objectif c'est la conquête du pouvoir d'État. Nous cherchons le pouvoir de l'État. Donc forcément, nous devenons des adversaires politiques. Que nous ayons été ensemble à un moment donné. Ou non, ça ne change rien à cette réalité. Donc, le jour où M. le ministre Charles Béboulet, qui, comme l'a dit le secrétaire général, a très bon rapport avec moi, également avec beaucoup de jeunes, avec des cas de parti, à titre personnel, il a créé COJEP, il l'a transformé en parti politique. Nous ne sommes plus ensemble. Ça me paraît tout à fait, c'est même une évidence. Mais quand nous le disons sans aucune haine, nous ne sommes plus ensemble. Donc, s'il arrive et que nous rentrons dans la compétition pour la conquête du pouvoir de l'État, nous le traitons comme nous traitons des autres adversaires politiques. Après, on peut se rencontrer pour boire la bière ensemble, on peut aller à on peut aller manger du porc au four, on peut manger quelque chose ensemble, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le terrain politique, nous sommes adversaires politiques. Mais il n'y a pas de monde public, tous les autres. Tous les autres. Donc ça, il faut que ce soit clair pour les Ivoiriens, que ce soit clair pour nos militants. D'ailleurs, le ministre nous l'a déjà dit. Je n'ai jamais été avec le groupe, ce n'est pas avec le sous-groupe que je serai. Bon, c'est vrai que, en toute, j'avais trouvé cette expression assez personnelle, assez désobligeante, mais ça fait partie du débat politique. Ça fait partie du débat politique. Donc, il n'y a pas d'état d'âme. En politique, il n'y a pas d'état d'âme. Cependant, nous sommes en mouvement politique. Si effectivement, à un moment donné, nos intérêts coïncident et que nous devons faire peut-être des coalitions et qu'il est de bonnes perspectives de nous faire, ça fait partie du débat politique démocratique. Mais pour le moment, nous sommes militants du PPACI. Nous avons un parti politique dont le président s'appelle le président Laurent Gbagbo. Et le COJEP est un parti avec ses militants. Et qui s'appelle, l'autre président s'appelle Béboulet. Il peut même arriver que la verticalité politique soit encore plus féroce entre nous. Parce que dans la réalité, et c'est une bonne guerre, le ministre Béboulet, vous pensez qu'il va chercher ses militants où? Au RHDP? Non. Au BDCI? Non. C'est chez nous. Et ben nous n'accepterons pas. Donc le combat politique peut être, la vérité peut être farouche entre nous. Mais elle reste dans la limite
de ce que le président Gbagbo a appelé le combat politique, entre gentlemen, sans violence, qui préserve les amitiés en dehors du cadre politique, mais qui n'empêche pas la vérité politique quand il faut la vérité. Et ça, je trouve que nous pouvons dire que la bataille peut être farouche, plus farouche entre nous. Parce que nous avons les deux origines. Personne, aucun homme n'a fait aucun homme sa femme de l'autre. Même son enfant. Personne n'a fait aucun homme sa femme devant lui. Et le pouvoir dépasse la femme. Caricaturé. Donc, si tu prends la notre position soit claire et pour ce que le secrétaire général a dit de la position de notre parti. Une dernière question, monsieur. Le propos du ministre, on le mérite d'être clair. Tout le monde a compris, tout le monde est situé. On avance. La dernière question. On se calme, on se calme. On prend les deux questions en même temps. Et vous allez répondre comme ça en même temps. D'accord. Je suis M. Pierre Lecouvet. Je suis contributeur au Grand News. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure du ministre de la Justice et cela m'a donné des envies. Alors, je voulais que vous parliez un peu de la situation. Je voulais parler de la condamnation du président Gbagbo. C'est même devenu un sujet tabou. Personne, ni le gouvernement, ni le parti n'évoque la situation. Je voulais dire, le président Gbagbo, qu'en est-il avec ces 20 ans de condamnation? Tant vers les élections de 2025, plus personne n'en parle, c'est devenu un sujet tabou. Qu'en est-il exactement, monsieur le ministre? Bonjour, monsieur le ministre. Je suis service à l'art du journal Le Temps. J'ai deux préoccupations. La première porte sur le dialogue politique. Il y a quelques jours, vous étiez à cette même tribune, à la tribune du PACI. Alors la question va se rapporter. Flexibilité du régime RATP relativement aux principales recommandations qui sont contenues dans vos documents qui ont été déposés auprès du Premier ministre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est depuis la création du PACI, cette question va au-delà du projet de Charles Claude. Quel est l'état de bonnes relations avec les autres partis politiques de l'opposition, bien entendu, qui ont décidé de ne pas se dissoudre malgré la perte du président Gbagbo et un grand rassemblement des Ivoiriens? Merci. Merci, monsieur le ministre. Je crois que ce sont les dernières questions. Ok. Vous comprenez après. Alors, on va prendre la première de nos amis. Le mauvais. Le bon. Le bon mauvais. Non. Ce n'est pas un sujet tabou pour nous. Pour nous, comme toutes les condamnations d'ordre politique, celle du président Gbagbo se réglera de façon politique. Elle se réglera de façon politique d'une façon ou d'une autre. Et comme la politique c'est un rapport de force, nous avons créé des rapports de force pour que ça se règle. C'est l'objectif de notre parti. Quand vous voyez les cadres du parti en train de courir pour l'intervention des structures de base, le secrétaire général, le président exécutif, tous les autres cadres du CSP, qui se battent pour installer le parti, quand nous faisons cette tribune, nous voulons gagner une opinion forte. Parce que nous savons que c'est dans l'inversion des rapports de force que les questions politiques se résolvent. Or, nous disons toujours au gouvernement que la politique est dynamique. Elle n'est pas tactique. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est pourquoi les prévoyants, ceux qui font la prévision, ils font en sorte que quand demain arrive, ils soient à l'aise, quelle que soit la situation. Et ce gouvernement, malheureusement, pense qu'il n'y aura pas de demain. Or, nous avons un demain pour travailler pour qu'il y ait un demain, sinon on ne crée pas créer notre parti politique. Donc, nous, ce n'est pas un tabou.
On a deux solutions. Eux, ils en ont deux en tout cas. Ou bien dans le cadre dialogue, on s'assoit et on dit c'est honteux. C'est honteux qu'en Côte d'Ivoire, on condamne de façon illégale le président parce qu'il a procédure même juridiquement et il était faussé dès le départ. Et pour des allégations qui reposent sur du ridicule, il a braqué la chose. Il a procédé. Est-ce que vous comprenez? Donc pour nous, c'est une question politique. Et elle se réglera politiquement. Selon la version que le gouvernement voudra, s'il veut que nous nous entendons en détriment de nous, ce n'est pas sérieux pour notre pays. S'il ne veut pas, mais nous nous donnons les moyens légaux, démocratiques pour faire changer ça. Et ces moyens de donner la force à notre pouvoir. C'est pourquoi nous invitons les Ivoiriens qui aiment le président et qui pensent que ce n'est pas juste qui arrive, qui adhèrent massivement à nos partis. Pour combattre ce combat-là, renverser le rapport de force pour aider les peuples politiques, notamment celui que vous avez choisi. Donc ce n'est pas celui là. Nous le traitons scientifiquement, nous le traitons politiquement, parce que nous n'avons pas de sur ce chemin, on n'a pas de démontrer cette question-là. Parce qu'on ne laisse jamais l'injustice ne peut pas prospérer, il n'est pas acceptable. Voilà la politique. Est-ce que nous sommes confiants, du moins nous sommes optimistes quant à l'effectivité? Notre expérience personnelle. On va vous la décrire en quelques secondes. Depuis 2011, toutes les prévisions, qui ont été faites, toutes les prédictions qui ont été dites nous concernant ont été jouées. Tout à fait, le président Gbagbo, il est parti, one way, no come back, il n'a plus. Et là-bas, quand ils sont en bas, les vieux allaient là-bas et nous. Les Ivoiriens ont dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je voudrais vraiment profiter de ça pour dire, en une seconde sur l'histoire des réfugiés, vous dites pourquoi les réfugiés, nous leur donnons du respect. Nous devons travailler pour eux. Rapidement, vous comprenez pourquoi. En période de l'émotion. En 2015, quand on leur a supprimé l'aide. Il faut respecter ces personnes religieuses, ces personnes-là. Et dans cet ordre. En décembre, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Louis Bernard, a envoyé dans un camp de réfugiés du riz, en pensant que, gagné par la faim, ces braves accepteraient de prendre le riz. Les réfugiés ont arrêté les camions qui avaient pris le riz, ont rechargé le riz dedans, pour lui retourner ça à l'envoyeur. Parce que c'est vrai qu'on nous a privé ici, mais nous ne sommes pas prêts à vendre nos âmes pour faire livrer les riz. Les réfugiés. Et c'est cette abnégation, ce courage, cette détermination des Ivoiriens qui font que toutes les prédictions ont été évoluées. Donc, autant on nous a dit que le grand parcours, on allait nous contacter au moins avec 5 ans, on a plusieurs fois. Même libéré, on nous a dit qu'il ne viendra pas. Pour le temps, nous avons cette capacité de mobilisation une fois. Et la foi soulève beaucoup de trucs. La foi soulève les montagnes. Et que le gouvernement soit prêt ou pas, nous nous pensons que les résultats que nous avons engagés dans le dialogue puissent prospérer. Donc, nous n'allons pas confier notre sort uniquement au bon vouloir du gouvernement. C'est pourquoi nous les disons toujours, discutons et mettons l'application pour que le pays soit un pays démocratique, tranquille, où la bataille démocratique politique se fait entre gentlemen. Mais c'est un plaidoyer que nous faisons. Mais nous ne sommes pas fatalistes au point de nous lier totalement notre sort à celui
à la bonne volonté du gouvernement. C'est aussi le droit d'un parti politique de débattre. Alors, flexible, est-ce que nous sommes optimistes pour la flexibilité? Oui, parce que nous disons que nous ne croyons pas qu'il y ait suffisamment de choix pour faire blocage aux aspirations du peuple. Donc, tout simplement, nous ne faisons pas de blocage. On est obligé d'être optimiste parce que nous avons, nous aussi, notre capacité de nous mobiliser et c'est sur ça qu'il faut que nous comptons plus. L'état de nos relations avec les autres partis politiques. C'est comme avec tous les autres partis que nous avons. À l'EPDCI, nous avons notre alliance tactique pour le moment qui fonctionne bien. Avec les autres partis qui ne nous ont pas suivis, pour le moment, nous sommes des adversaires politiques. Et donc, nous n'avons pas à imaginer ou à penser à des relations particulières. Des relations particulières. Mais nous sommes politiques. Et nous disons que la politique est dynamique. Forcément, on va se rencontrer le matin. On va se rencontrer le matin. Nous n'exclusons pas ça. En politique, on n'exclut pas, on ne fait jamais la porte à tout en politique. Mais pour le moment, ce sont nos adversaires politiques. De temps en temps, quand les crises ou les questions de parti, on se rencontre, on y décide des suites. Eric, et ainsi de suite. Nous nous rencontrons de temps en temps. Il dit, bon, quand les filles entendent par exemple le dialogue, nous sommes rencontrés quand les choses sont imposées et nous avons essayé d'améliorer nos positions sur cette communication. Mais pour le moment, c'est ce que nous faisons. C'est que nous appelons donc des alliances potentielles conjoncturelles par rapport aux événements. Et forcément, une dynamique politique que nous rencontrons. Et un autre jour, certainement, lorsque les circonstances nous les demandent. Mesdames, Messieurs, que les membres de la gestion de parti, que les membres du parti, chers amis urbanistes, nous avons dit ceci, notre parti peut être ambitieux. Il a l'ambition. Donc, la Côte d'Ivoire est pour l'Afrique. Nous donnons les moyens pour concrétiser cette ambition. Et cette réunion, nous la voulons dynamique. Nous la voulons un lieu d'échange. Nous voulons un lieu de débat. Nous allons nous rencontrer régulièrement chaque 15 jours pour faire l'état des lieux de la Côte d'Ivoire. Sur les questions qui touchent aux Ivoiriens, la vie du peuple. Nous avons besoin de critiques pour avancer. Parce que chaque œuvre qui n'est pas l'objet de critique devient une sorte d'ordre. On ne peut pas rester dans le monde. Nous sommes politiques, nous voulons être proches de la population. Nous avons besoin de vos voix, de vos micros, de vos journaux, de vos canaux de presse pour pouvoir parler au monde de ce que nous sommes dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes déterminés. Notre président est déterminé pour construire une nouvelle expérience pour la Côte d'Ivoire. Nous en avons les moyens intellectuels, les moyens ressources humaines. Et rassurez-vous, ce parti ira très loin. Parce que nous avons une locomotive qui est très bien, qui est organisée dans sa tête et qui a une vision très claire. Elle s'appelle son esprit de vision dans le monde. Je voudrais donc vous inviter, en 15 jours, on puisse se trouver ici, encore pour notre sujet. Donc, encore renouveler nos remerciements du traitement que vous avez fait à la première émission. Nous avons deux qualités dans le fait que nous avons continué de faire. Nous avons un bon leader et nous avons des militants déterminés. C'est suffisant pour faire de notre parti une machine électorale. Et faire une machine électorale.